Bonjour, je suis Baptiste, l'hôte de ce podcast. Bienvenue sur l'Anxiocast. Aujourd'hui, on va parler de la fois et même des fois où j'ai cru que j'allais mourir. Aujourd'hui, on parle d'attaques de panique, de mes ressentis vis-à-vis de ces attaques de panique, pour vous permettre de vous identifier à ça si vous subissez les mêmes choses, ou encore d'éduquer ceux qui n'y sont pas sujets. Bienvenue du coup dans ce chapitre 2 de mon journal, l'épisode 2 de ce podcast. Je vous laisse écouter cet épisode. Du coup, pour faire une petite chronologie, comme je vais avoir l'habitude de le faire, on va revenir du coup au début de mes études supérieures. C'est là que les angoisses plus fortes ont commencé. J'en ai toujours eu. Ça a commencé très tôt, mais je vous laisse écouter le chapitre 1 si vous voulez connaître l'histoire et la recontextualiser. Mais on va démarrer aujourd'hui sur le début de mes études supérieures. Donc le système Parcoursup à la fin de mon lycée me donne un accès à une formation que je voulais plus ou moins faire. En fait, je voulais la faire pour le nom et pas spécialement pour son contenu. Je suis accepté du coup en psychologie à Chambéry. Pour vous recontextualiser, j'habite à Annecy, donc c'est une ville voisine. Euh, mais mes parents décident quand même de me prendre un appartement dans cette ville. Donc j'habite pour la première fois seule. C'est le début de l'indépendance, le début d'une nouvelle vie, mais un petit sentiment quand même d'avoir raté quelque chose parce que Chambéry, c'était pas du tout la ville où je me voyais passer en fait l'intégralité de mes études. C'était vraiment le choix parce que, et plus précisément parce que j'avais pas été accepté à Paris. Donc il y a un sentiment d'échec quand même qui s'installe quand j'arrive à Chambéry. Mais enfin, l'hiver arrive, enfin l'hiver. La fin de l'automne, la moitié de l'automne arrive, comme en général, c'est des périodes où je vais beaucoup moins bien, les jours se raccourcissent et ça me rappelle mon hospitalisation. Donc à chaque fois, même inconsciemment, mon cerveau se met en sécurité et je commence à développer des angoisses à Chambéry, du stress, mais plus un blues qu'un stress parce que ce que je faisais me plaisait pas, etc. Voilà pour cette partie à Chambéry. Si vous voulez en savoir plus, encore une fois, je vous renvoie à l'épisode 1, au chapitre 1 du podcast, où j'explique plus en détail ce qui s'est passé, ce qui s'est passé dans cette ville, tout simplement. J'arrive donc à Paris, je déménage à Paris, c'est fait, je suis accepté par Parcoursup en philosophie, une formation qui me ressemble plus, et une ville qui me ressemble plus. Donc j'arrive à Paris, je cherche un appartement à Paris et c'est là que commence en fait pas le début des crises de panique, enfin des attaques de panique, ça arrive plus tard mais je vous raconte ça en fait pour que vous puissiez recontextualiser parce que tout a son importance en fait, enfin parce que c'est arrivé de façon chronologique et c'est ce qui a provoqué en fait le début des attaques de panique auxquelles j'étais pas du tout sujet avant. Donc, au moment de ma recherche d'appartement à Paris, c'est un énorme stress parce que je me rends compte que ça va pas être facile du tout. À savoir qu'à Chambéry, j'ai besoin de visiter qu'un seul logement. Et je l'ai eu tout de suite. À Paris, c'est pas du tout la même chose. On tombe sur des taudis. Et heureusement, j'ai eu l'appartement qui était le mieux pour moi. C'est un grand appartement. Je suis content. J'aime bien mon quartier. Je suis à côté de ma fac. Mon appartement est confortable. J'en ai fait mon cocon. Donc, je suis très très heureux. Mais au moment de la visite de ces appartements, c'est un énorme stress. Et j'ai des énormes maux de tête qui commencent à arriver et des migraines. Je me pose pas trop de questions, mais il faut que j'aille me coucher souvent parce que ces migraines, elles sont horribles en fait. Ça me tape le crâne sur le côté droit. Et toujours du côté droit, ça a son importance aussi pour la suite des événements. Et, euh, et oui, je le vis pas très bien, mais je me pose pas plus de questions que ça. Et, euh, et voilà. J'ai cette anxiété du coup qui revient en boucle toujours à la même période. Là, on arrive du coup au début de mes études supérieures à Paris. Donc d'ici au mois de novembre, début décembre, les angoisses commencent à être plus poussées et j'ai des migraines qui m'empêchent d'aller en cours parce que je suis vraiment pas bien.
j'ai déjà un système immunitaire fragile. Peut-être que vous pouvez vous en rendre compte même maintenant, étant donné que je suis malade. Mais j'avais le besoin de tourner cet épisode maintenant par rapport à des feelings que j'ai eu pendant cette journée. Donc je tourne maintenant cet épisode. Mais enfin voilà, j'ai donc ces premières absences en cours à cause des migraines. Donc je suis obligé, parce que ma fac rend obligatoire l'intégralité des cours, même les cours magistraux, je suis obligé de demander un justificatif d'absence à mon médecin. Et c'est là que ça a son importance. Mon médecin me dit au téléphone, oui, mais t'as déjà eu des migraines avant et tout. Et je dis, bah, migraine comme ça, non, mot de tête, oui. Et de là, elle me dit qu'il faut quand même faire un IRM au cas où pour vérifier si c'est bien que des migraines, ce qui est sûrement ça. Mais si ça peut pas être autre chose, et comme ça, on le détecte assez tôt. Donc, toute personne normale, mais j'aime pas dire ce mot, se serait pas posé plus de questions, aurait été faire son IRM quand il aurait le temps. Mais moi, tout de suite, il y a une intériorisation de l'information qui se fait pas bien. C'est-à-dire que je suis une personne angoissée. Donc, quand on me parle de «Ah, ça peut quand même être autre chose», moi, je commence à me dire qu'en effet, c'est peut-être autre chose. Et ça me met pas bien. Donc, je commence à avoir une peur de la mort qui arrive, mais qui est pas ancrée tout de suite. C'est-à-dire que ça arrive petit à petit. Ça m'empêche pas du tout de vivre au départ. Mais voilà, quand on me parle de cette IRM, moi, par rapport à la peur de la mort qui s'installe, je lutte en fait pendant des semaines en me disant, mais ouais, faut que j'aille le faire, mais je veux trop pas connaître les résultats. Et ça, c'est un stress horrible. Et je commence à rechercher sur Internet les... Je commence à rechercher sur Internet les symptômes d'une tumeur au cerveau. Et bizarrement, je remplis tous les symptômes. Donc attention, chose à ne surtout pas faire si vous êtes anxieux, mais je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire parce que c'est la facilité, c'est de regarder sur Internet. Donc de voir que j'ai tous les symptômes, que c'est entre guillemets forcément ça pour moi. Bref, voilà. Je commence à en parler à mon entourage, mais en riant. C'est-à-dire que je me dis, ah là là, je me suis fait une peur bleue, je croyais que j'avais une tumeur tellement j'avais mal à la tête. Faut vraiment que j'aille passer cet IRM, mais bon, ça me stresse, les IRM, mais je dis pas que ça me stresse parce que j'ai peur des résultats. Enfin bref, voilà. On en est là, l'année scolaire se termine, j'arrive à survivre entre guillemets, il y a une grosse période de moins bien, mais ça pareil, je l'ai raconté dans le chapitre 1, je vais pas me répéter. Euh, mais il y a une grosse période de moins bien qui arrive comme chaque année, que j'arrive à surmonter. J'ai mon année, non sans mal à cause de ces états anxieux, mais j'arrive à le passer. Donc ça va, on arrive en été, donc forcément en été tout va bien. Pas de migraine particulière cet été, bizarrement. Donc voilà. Et arrive cette année, donc l'année 2024. Enfin la rentrée 2024. Très vite, donc on est fin octobre. Les angoisses, elles s'intensifient parce que mes migraines reviennent. Et là, ça s'intensifie et je me dis qu'il n'y a plus de place pour le doute. Il y a quelque chose d'autre que des migraines. Sachant que ce que je dis pas, c'est que une énorme partie de ma famille du côté maternel est sujet aux migraines. C'est-à-dire que ma mère a un travail en mi-temps thérapeutique. Ma mère est considérée comme handicapée du travail léger, mais qui fait qu'elle est quand même en mi-temps thérapeutique à cause des migraines, justement. Ma grand-mère a des migraines, mon arrière-grand-mère avait des migraines, mon arrière-grand-père avait des migraines. Mais moi, je me dis qu'il n'y a pas de place au doute. J'ai forcément quelque chose d'autre. Et surtout, si vous avez été attentif, parce que j'ai toujours mal du côté droit. Et c'est toujours du côté droit que ça me lance. Et je me dis, mais si c'était vraiment des migraines, ça serait des deux côtés. Et là, je vous dévoile vraiment mes ressentis, en fait. Et c'est de là, en fait, que je me dis que bah, ça peut pas être autre chose que ça. C'est forcément plus grave que des migraines. Enfin, j'ai quelque chose, j'ai une tumeur ou des veines qui sont trop petites, ou j'ai des artères bouchées, je sais pas. Je suis fumeur, je me dis que c'est peut-être à cause de ça. Bref, les angoisses deviennent plus fortes que d'habitude. Et cette année-là en particulier, parce que mes angoisses, elles sont pas portées sur la période uniquement, elles sont portées sur mon état de santé. Mais je veux toujours pas aller faire l'examen. Et encore moins parce que je me dis, mais mon Dieu, je veux pas savoir si j'ai quelque chose, je veux vivre ma vie normalement, pas en ayant la tare de savoir que j'ai quelque chose de grave, surtout pas, donc je fais pas cet examen. Et là, je me tais par contre, j'en parle pas à mes parents que ça m'handicape. Et en fait, je commence à avoir de plus en plus peur à tous les états de santé que je peux avoir. Donc un petit mal de ventre, un petit réflexe, un mal de tête qui arrive, ou vous savez,
les sentiments de pincement qu'on a des fois au niveau des épaules, ça fait tout bizarre, ça réveille. Bref, on a l'impression que quelqu'un nous touche, mais non, c'est juste, voilà, comme un petit coup de jus, quoi. Tout ça, ça me fait peur. Mais ça me fait très peur. C'est-à-dire que je me rappelle une fois être avec une amie, marcher en direction d'un fast-food, avoir ce ressenti de petit choc, comme un petit choc électrique, en fait, et ça me met pas bien. Je panique tout de suite. Mais je sais pas ce qui se passe. À ce moment-là, je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai un état de... J'entre comme en panique, en fait. Je suis hyper stressée et j'essaye de pas le montrer parce que je veux surtout pas que ça se voit. Ça, c'est hyper important. À chaque fois, je ne montre jamais quand je suis pas bien. J'essaie toujours de le cacher et de rationaliser auprès des gens en disant non, non, mais tout va bien. Bref. Voilà. Puis surtout, cette peur de la mort, elle arrive parce que j'ai envie de vivre. Je me rends compte que la vie, elle mérite d'être, enfin, elle a le mérite d'être vécue. J'ai envie de vivre, j'ai envie de voir ce qui va se passer après mes études. J'aime bien mes études, j'aime bien ma vie à Paris, même si cette ville est très angoissante, elle me déplaît pas. Donc, je suis juste handicapée par ces angoisses constantes. Euh, donc voilà, puis ces angoisses, oui, comme je dis, elles sont, enfin, c'est ce que je voulais dire, elles sont vraiment rattachées au fait que j'ai une envie de vivre. J'ai le goût de la vie et j'ai pas envie que ça s'arrête, en fait. Donc voilà. Donc, sans vraiment m'en rendre compte, je deviens vraiment hypocondriaque petit à petit. Parce que tous les petits phénomènes, comme je l'ai dit, prennent une ampleur pas possible dans ma tête, en fait. Et, euh, et voilà, et c'est surtout lié aux migraines, en fait. Des jours où j'ai des grosses crises migraineuses, ben, je pense à plein de choses. Et je me rappelle des fois en cours où je me touche le côté droit du crâne, enfin, je passe ma main sur mes tempes, et j'ai l'impression d'avoir une grosseur, en fait. Alors que c'est juste que je touche pas au même endroit des deux côtés. Et en fait, j'ai l'impression d'avoir cette grosseur au niveau de la tête, en fait. Et je me dis, mais putain, mais voilà, je sens ma tumeur. Et je me rappelle la première fois que je sens ce truc, la panique arrive tout de suite. Mais je ressens ça plus comme un stress ou une angoisse classique qu'une panique. Mais ça arrive tout de suite. On arrive un petit peu plus loin après à ma première attaque de panique, qui a duré, tenez-vous bien, au moins 5 heures. C'est arrivé un moment où j'étais très stressée par ces problèmes de migraine et tout, machin. Donc je vais dans mon lit, juste, parce que je suis pas bien du tout. Et je sens comme si tous mes muscles étaient raides. C'était indescriptible, mais c'était horrible. Et c'était pas juste un sentiment, c'est-à-dire que c'était vraiment mon corps qui avait mal. Enfin, je l'inventais pas. C'est-à-dire que quand je voulais plier les doigts, comme pour fermer le poing, en fait, c'est comme si j'étais dans le froid. Vous savez, quand vous êtes dans le froid, dans la neige ou quoi, ou qu'il fait très froid dehors, bah vous fermez les doigts, en fait, ça vous fait mal, comme si vous êtes, enfin, comme si j'avais de l'arthrose ou quoi. Et en fait, tout mon corps me fait mal comme ça, et je me dis, mais c'est forcément lié à ces migraines. C'est un, pas un effet secondaire, mais un effet de ces migraines, euh, lié en fait à cette putain de tumeur au cerveau. Genre, c'est ça, c'est sûr. Et donc, je veux pas m'endormir parce que j'ai peur de mourir pendant mon sommeil. À ce moment-là, j'en arrive même à prier, comme je le fais rarement, en priant donc Dieu de me préserver et de me faire passer cette étape-là, de faire en sorte de pas mourir parce que je veux pas mourir, que je veux vivre des choses et que c'est pas mon moment, etc. Donc, affreux. Mais je peux pas, enfin, j'ai envie d'insister plus là-dessus, enfin, parce que c'était vraiment horrible comme sensation. Et je sais pas ce qui se passe à ce moment-là, donc bah, j'entretiens cette situation de panique, en fait. J'entretiens le truc de, putain, j'ai l'impression que je vais crever. Là, je vais mourir, en fait. C'est sûr que je vais mourir pendant la nuit. Tous mes membres sont raides. C'est ça de mourir, en fait. Alors que c'était visiblement une somatisation liée aux angoisses, en fait. Liée à cette angoisse de mourir, donc, c'est mon corps qui m'a parlé. Moi, gros choc d'angoisse d'un coup, donc, voilà, comme une paralysie, j'étais un peu tétanisé en fait. Chaque mouvement me faisait souffrir et me faisait réellement mal. Donc voilà, je finis quand même par m'endormir. Donc j'arrive à me raisonner un petit peu, à me calmer, j'arrive à dormir. Le lendemain, je me réveille, tout va mieux. Mais dès que je repense à ces membres un peu raides, j'ai l'impression que je suis de nouveau raide. Mais ça déclenche pas une panique en fait, parce que je sens que ça va quand même vachement mieux. Voilà, ça c'était la première attaque de panique violente. Ensuite, je fais ma deuxième attaque de panique. On est quelques mois plus tard.
Pareil, une journée très angoissée, j'ai pas réussi à me rendre en cours. Mes parents savent que je me rends pas en cours depuis un petit moment, enfin, depuis quelques jours, parce que ça va pas. Et, euh, et j'avais d'ailleurs, pendant cet appel avec mes parents, pleuré, mais toutes les larmes de mon corps, bah parce que tout simplement, j'avouais, en fait, je rendais réel le fait que voilà, j'ai peur de mourir, j'ai peur que mes migraines, ça soit quelque chose de grave, enfin, voilà, horrible. Ma mère me dit, bon, Baptiste, il faut le faire, cet examen. Je dis, oui, je vais faire cet examen. Elle me prend un rendez-vous à Annecy, donc ma ville d'origine, pendant les vacances de Noël, pendant les vacances d'hiver. Je, je patiente quand même jusqu'à ce moment-là, mais c'est compliqué. Et je décide, donc ça devait être le lendemain de cet appel, de sortir en fait pour me changer les idées, parce qu'il fallait que je m'aère, en fait, il fallait que je vive normalement, parce que là c'était dur. Et ce jour-là, j'étais très 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 angoissée, et je me rappelle, il pleuvait, enfin non, il neigeait ce jour-là à Paris. Je vais me chercher un Starbucks vers chez moi, et je me dis, bon, en vrai, je voulais m'acheter un calendrier de l'Avent, et je dis, bon, je vais aller aux Galeries Lafayette faire ça. Même si je suis très angoissée, ça faut le retenir. Et pour ceux qui habitent à Paris, et même si vous y habitez pas, vous le savez, les Galeries Lafayette du boulevard Haussmann, donc vous savez, les super belles Galeries Lafayette de Paris, s'il y a énormément de monde. Et là, la période de pic où il y a le plus de monde, c'est la période de Noël. Décembre avait déjà commencé, c'était horrible niveau monde. Et je me sens très enfermée dans cet espace où il y a beaucoup de monde et en fait, j'avais pas besoin de ce stress que tout le monde ressent, en fait, mais comme la plupart des gens ne sont pas des personnes très anxieuses, bah, c'est juste une gêne qui est énormément de monde, mais ça angoisse pas plus que ça. Moi, j'étais déjà submergée par le stress et par l'angoisse. Je sortais pour me changer les idées, justement, et prendre l'air. Et là, je fais tout l'inverse de prendre l'air, c'est-à-dire que rester chez moi, ça aurait été mieux que sortir dans un endroit pareil. Et je commence à avoir la tête qui tourne. Je me dis, oh là là, je me sens quand même très bizarre, faut que je sorte. Je mets bien sûr 10 minutes à sortir des Galeries Lafayette parce que je ne trouve pas la sortie. Et il y a 5 étages, et bref, voilà, donc c'est difficile, mais vas-y, ça va. Je suis en appel avec des amis en même temps de temps en temps, même si j'ai plus beaucoup de batterie, voilà. C'est cool d'être en appel parce que ça me permet de me changer les idées, voilà. Mais je me rappelle que même quand j'étais devant les Galeries Lafayette, je me sentais pas très bien. Et ça m'arrivait pas avant parce que je me rendais pas compte de la somatisation liée à mes angoisses. Et ça, je me suis rendu compte bien plus tard. Mais je voulais raconter dans le chapitre 1. Mais j'avais plein d'états somatiques en fait qui me mettaient en garde de oula, t'es sûr de ce que tu fais, mieux vaut rebrousser chemin. Mais non, j'y suis quand même allé. Enfin bref, je décide de rentrer chez moi. Je prends le métro à Opéra. Pour ceux qui savent, donc je prends la ligne 13 du métro parisien, donc une ligne très fréquentée. Surtout qu'à ce moment où j'ai décidé de faire ma sortie, pardon, il est 18 h quand je veux rentrer chez moi, donc période de forte activité, enfin heure de pointe, etc. Je rentre dans le métro, je fais 2 arrêts de métro et je sens que j'ai vraiment la tête qui tourne et que ça va pas du tout. Mais vraiment que ça va pas du tout. Je transpire, je sue. J'ai chaud dans tout le corps, je me gratte, j'ai l'impression que la lumière me dérange, tout me dérange. Et je me rends pas compte que je suis en train de faire une attaque de panique, en fait, là, à ce moment-là. Donc, tout envenime. Enfin, je plonge dedans parce que je sais pas ce qui se passe. À ce moment-là, pour moi, j'ai juste des angoisses et cette somatisation, donc qui est l'attaque de panique, où c'est notre corps qui, cette fois, dit à l'aide. Tu n'écoutes pas ton cerveau, donc c'est mon corps qui parle. Bah, je l'écoute pas, donc je sais pas ce qui se passe. Et du coup, bah, je me retrouve paralysée. Je sors du métro parce que je me dis, je vais quand même pas faire un malaise dans le métro. Bref, je sors du métro, je fume une cigarette, ça va mieux. Je retourne dans le métro, ça va toujours pas. Enfin, je retourne dans la station, en fait, ça va toujours pas. Là, je suis aux Champs-Élysées. Et je me dis, bon, bah, je vais prendre un Uber pour rentrer chez moi parce que clairement, là, le monde, ça le fait pas. Et dans ce Uber, j'ai pu faire 200 mètres parce que pareil, l'anxiété revient d'un coup. Enfin, vraiment horrible. J'ai cette attaque de panique qui revient en fait, cette somatisation où j'ai l'impression que je vais tomber dans les pommes, j'ai chaud partout, mon corps me brûle, ça pique, enfin c'est horrible, j'ai l'impression de faire un malaise en fait, ou même pire, j'ai l'impression que mon corps me lâche, j'ai l'impression que je suis en train de mourir en fait. Donc je sors, je me pose à un café qui était dans le coin, euh, ou juste je m'assois sur une chaise à l'extérieur, je demande si je peux m'asseoir et s'ils peuvent me faire un verre d'eau parce que je crois que j'ai fait un malaise et tout.
J'ai une amie qui vient gentiment me chercher parce que les pompiers ont pas voulu se déplacer, mais parce que je pense que je minimisais aussi un peu au téléphone, dans le sens où je disais, non mais là ça va, mais j'ai l'impression que je vais tomber dans les pommes, enfin c'est bizarre. Bon bref. J'ai une amie qui me ramène chez moi, on rentre à pied, parce que à ce moment-là, tout est horrible. C'est-à-dire que la lumière me dérange tout, et puis elle cesse pas de me parler. C'est-à-dire qu'elle me parle en continu. Et ça me fait du bien parce que ça me débarbouille la tête, même si je pense à ce qui s'est passé tout le temps en fait. Donc voilà. De là, j'appelle mes parents, on pleure pour leur raconter ce qui s'est passé. Mon père débarque le lendemain à Paris. J'essaye de pas trop m'étaler là-dessus parce que j'ai déjà raconté quand même ça en grande partie dans le premier chapitre, enfin dans le premier épisode du podcast. Donc voilà, j'aimerais parler de tout ce qui m'arrive dans un état plus général. Mais voilà. Et, euh, et mon père arrive et une semaine après qu'il soit arrivé, je refais une attaque de panique. Pareil, je suis très migraineux. Euh, Enfin, c'est une période, grosse crise de migraine. Et je suis dans mon lit, je suis en boucle en me disant, putain, j'ai quelque chose, c'est sûr qu'il y a quelque chose, c'est pas possible autrement. Je vivrai pas au ralenti comme ça, j'aurai pas la tête qui tourne, enfin c'est cata. Et je me lève, j'ai la langue qui se met à me brûler, enfin à me piquer en fait, plus qu'à me brûler. Et là, j'ai tout mon corps qui me pique, donc j'ai l'impression d'avoir des pics de glace dans le corps. Cette sensation, elle dure franchement 1 minute, mais j'ai l'impression que je suis en train de mourir. Là, je me dis, là, je suis en train de crever, et je dis d'ailleurs à mon père, papa appelle les pompiers, je suis en train de mourir là. Donc voilà, c'est des ressentis en fait liés à cette somatisation. Enfin, en fait, c'est que les angoisses sont trop fortes et j'arrive pas à les atténuer. Donc c'est mon corps qui prend le dessus en fait et qui dit bah non mais là c'est insurmontable, faut faire quelque chose. Donc j'ai cet état de panique qui arrive en fait parce que je contrôle plus mon angoisse et je suis vraiment en boucle. Donc voilà. Euh, Depuis cette attaque-là, donc là je parle au moment présent, on a terminé enfin de faire toute la chronologie. Ça a pris un peu de temps, mais je pense que c'était important de poser ces bases-là. Depuis ce moment-là, donc je revois mon psychologue, etc. On avance, j'ai fait mon examen, je n'ai pas de tumeur au cerveau, ni d'anévrisme, ni rien du tout, apparent à l'IRM ou quoi que ce soit, donc je suis rassuré. Mais depuis ce moment-là, depuis en fait la bêtise que j'ai fait à pas aller tout de suite faire mon examen, j'ai quand même bah, mon cerveau qui a intégré ce truc de ouais, j'ai peur de crever tout le temps. Donc c'est-à-dire que dès que j'ai un mini symptôme, ça peut me déclencher une panique. Dès que je sens qu'en fait j'ai plus le contrôle sur mon corps, dès qu'en fait j'ai des somatisations plus importantes que la tête qui tourne qui apparaît, et bah ça me déclenche un état de panique tout de suite. Et donc un état de panique, enfin, ça, comment dire, ça se manifeste, voilà, pour moi, mon corps qui commence à être hyper chaud. Enfin, j'ai l'impression d'avoir super chaud. Et au bout d'un moment, j'ai même l'impression que ça me brûle et ça commence à me piquer comme si j'avais des pics de glace dans les jambes. Et, et donc là, j'ai l'impression que je suis en train de crever. Mais sauf que maintenant que je sais ce que c'est et que je sais que c'est des somatisations et que je sais ce que c'est une attaque de panique, j'arrive à me raisonner en faisant un truc tout bête, c'est de penser à autre chose. Donc mettre ma pensée ailleurs ou de me raisonner dans la mesure du possible dans un premier temps. Où je me dis, ben non Baptiste, tu n'as rien, ça va, tu as fait tes examens, t'es en bonne santé, t'es juste très anxieux, ça va aller. Donc je me parle à moi-même dans ma tête, je respire, je ferme les yeux, voilà, je m'imagine dans un endroit agréable et confortable, safe en fait. Et, euh, et ça passe généralement assez vite en fait. Le truc c'est que cette sensation-là m'arrive hyper souvent. Donc par exemple, pour donner des exemples, une fois j'étais chez une amie et j'étale mes jambes en fait sur son pouf et le pouf s'éloigne parce que enfin à la force de mes jambes le pouf s'éloigne et j'ai l'impression de d'avoir les jambes qui déconnent et instantanément j'ai une panique qui arrive. Pareil, une fois genre juste je suis aux toilettes, voilà, et j'ai l'impression que la lumière grésille et est plus forte, enfin je sais pas pourquoi, voilà, une petite gêne dans les yeux ou quoi. Pareil, panique qui se déclenche tout de suite. Ou alors une fois, ça plus marquant parce qu'on est vraiment à l'extérieur, donc ça me rappelle les événements qui se sont passés où c'était pour moi le truc le plus horrible quand j'étais dehors et que j'étais seul et vulnérable et que personne m'aidait en fait. J'étais au bar avec des amis et il faisait très très froid. Et en fait, j'ai mon poignet qui me faisait mal, mais à cause du froid. Et avant de me rendre compte que c'était à cause du froid, instantanément, mon cerveau en fait m'a lancé sur
oula, c'est bizarre ce qui se passe, donc une panique qui arrive tout de suite. Donc en fait, maintenant dans le présent, j'ai envie de dire c'est plus simple et je m'en suis sorti dans le sens où bah, je rentre pas dans un état de panique totale où j'ai l'impression que là, vraiment, je vais partir parce que je sais ce qui se passe. Donc, j'arrive à le contrôler. Mais inconsciemment, en fait, c'est une lutte permanente parce que ça arrive à tout moment. Et en fait, c'est juste chiant, en fait, quand ça arrive. Et quand ça m'arrive, justement, c'est ce que j'ai oublié de dire aussi la première fois que ça m'est arrivé. Enfin, la troisième fois, pardon, l'attaque de panique où j'avais mon père, quand j'ai été dormir, j'avais l'impression d'être fou. Parce qu'en fait, j'étais tellement angoissée que j'avais plein de pensées qui passaient dans ma tête où je me disais, non mais là, t'es en train de devenir fou. Tu deviens dingue. J'ai des pensées dans ma tête, je me dis, mais putain, mais je vais mourir, voilà, j'étais sûre. Et ça peut être aussi ces pensées-là plus que des états physiques. Enfin, quand j'ai, comme je vous dis, le poignet qui me fait mal quand je le bouge, etc. Des fois, c'est des pensées qui me déclenchent des paniques. Et en fait, c'est la pensée de me dire, putain, il faut m'interner maintenant parce que je suis en train de devenir dingue. J'ai l'impression que je deviens fou, en fait. Il se passe trop de trucs dans ma tête, c'est ingérable. Je deviens fou, alors qu'en fait, c'est une angoisse. Et, enfin, il se passe plein de choses dans notre tête tout le temps, hein, c'est scientifique. On pense à plein de choses tout le temps. Mais moi, le truc, c'est que sur tout ce à quoi je pense, dès que j'ai une pensée un petit peu négative, disons, entre guillemets négative, parce que dans le commun des mortels, enfin, quand on a une pensée négative, on n'y prête même pas attention, bah moi, tout de suite, mon esprit, ma conscience se porte dessus et ça me déclenche une panique. Et c'est de là où j'ai l'impression de devenir fou. Et, euh, et voilà, c'est compliqué de gérer mes pensées qui déclenchent une angoisse. Et si cette angoisse est trop forte, déclenche une panique. Et c'est cet état-là qui est compliqué à gérer. Je vois même en cours, c'est hyper difficile. Enfin, depuis que j'ai repris les cours, là, j'ai repris les cours à mon deuxième semestre. Bah en fait, il y a des fois où pareil, je suis un peu brassé, j'ai envie de vomir, ça me déclenche une panique. Ou alors j'ai l'impression que je vois mal ou quoi, et ça me déclenche tout de suite une panique, alors que c'est juste que je suis fatigué, que je viens juste de me réveiller, que voilà, il est 8 heures, je suis en cours. Et en fait, bah oui, t'arrives mal à lire le tableau parce que t'es crevé, et j'ai l'impression que c'est pas normal d'être fatigué. Et voilà, c'est toujours une panique. Et la panique en public, c'est ce qui me dérange le plus. Et encore maintenant, comme ces problèmes sont passés dans le métro, etc., encore maintenant, quand je prends le métro seul, ça me fait peur. J'ai pas la phobie du métro, mais ça arrive rarement que j'ai pas une angoisse dans le métro. J'ai toujours des angoisses dans le métro. Je sais pas, j'ai toujours peur quand je suis là-dedans. Et, euh, et voilà, c'est dur de gérer ces pensées-là, d'arriver à les canaliser et surtout d'arriver à rationaliser et d'être OK avec le fait de pas avoir le contrôle. Enfin, c'est-à-dire que, bah, oui, j'ai pas le contrôle sur mes pensées, c'est normal. Et je sais qu'en ce moment même, ce qui m'arrive, donc lié à ces paniques-là, c'est dormir. Enfin, c'est-à-dire que quelques nuits, je commençais à m'endormir et je commençais à rêver. Et d'un coup, je me réveillais en sursaut, parce que j'étais encore un petit peu conscient, en fait, que j'étais en train de commencer à rêver. Et d'un coup, je me réveillais en sursaut en me disant, «Oh, purée, qu'est-ce qui se passe?» Et en fait, non, c'est juste que bah, je laissais passer mon inconscient. Et j'ai un très gros problème avec le fait de laisser de la place à mes pensées, à mon inconscient. Faudrait toujours que j'ai le contrôle. Et ça, c'est le problème que j'essaye de régler maintenant et qui est un travail hyper difficile parce que, enfin, encore aujourd'hui, j'ai une amie qui est passée prendre le goûter à la maison. J'ai eu des moments de vide. Enfin, quand elle est arrivée, je sais que j'étais dans ma bulle en train de reprendre mon cours et tout machin parce que j'étais malade, donc je suis restée chez moi. Enfin, bref. Et déjà, c'était une sensation compliquée de rester chez moi la journée parce que, bah, je suis malade, donc je peux juste pas me bouger. J'ai rien qu'aller à la pharmacie et au bureau de tabac ce matin, ça a été un peu une corvée, quoi. J'avais hâte de rentrer tellement je suis épuisé de la maladie. Et en fait, bah, j'étais quand même stressé d'être chez moi parce que bah, mon cerveau a assimilé le fait d'être chez moi longtemps comme ah bah, c'est les moments où ça va pas. Donc en fait, c'est compliqué. J'ai eu plusieurs moments d'angoisse et tout. Donc bon, j'ai essayé enfin, d'occuper ma journée au mieux pour déjà pas être angoissé, montrer à mon cerveau que j'ai le contrôle, qu'en plus je suis pas trop malade donc je peux me permettre de le faire. Mais voilà, c'est un travail qui est difficile parce que bah j'arrive même plus à être tranquille quand je fais rien. J'arrive plus à rien faire ou à rester bah une journée dans mon canapé à rien faire, bah c'est compliqué parce que ça m'envoie une angoisse, voire une panique quand mon cerveau envoie un signal trop fort en fait. Et puis et puis ouais, ce besoin constant d'être en activité pour pas laisser passer aussi mon inconscient et mes pensées, etc. Bah, c'est bien de le faire parce que c'est une solution, mais à la fois, bah, faut que je travaille dessus parce que
Bah, c'est OK aussi de rien faire et il faut se reposer des fois et quand je suis malade comme ça, il faut. Rien que là, ma sieste, enfin, j'ai fait une petite sieste de 30 minutes aujourd'hui et ben, en me réveillant de ma sieste, j'étais en panique. Enfin, comme un peu le début d'une attaque de panique où, je me réveille, en sursaut, j'ai l'impression que mon cœur bat super vite, j'ai super chaud et tout machin. Bah, parce qu'en fait, je suis paumé, je sais pas ce qui se passe et du coup, bah, comme j'ai pas, le contrôle sur la situation parce que je suis un petit peu déphasé, logique, j'ai fait une sieste et bah, en fait, c'est compliqué parce que, bah, ça me déclenche une panique tout de suite et et c'est fou parce que tous ces petits moments, en fait, où j'ai des paniques qui arrivent, j'ai l'impression de dissocier ce qui se passe et et ça, c'est important de le dire aussi. J'ai l'impression toujours de dissocier quand j'ai des grosses angoisses qui vont porter à des paniques. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'être plus dans le temps présent. J'ai l'impression d'être sorti du temps présent, que là, tout est en pause autour de moi. Je suis sur une introspection négative dans ma tête où je me dis putain, mais comment je vais faire pour vivre comme ça toute ma vie et tout, machin, c'est pas possible. Enfin, c'est dur, j'y arrive pas, je suis bloqué dans cet état-là, ça partira jamais. Et c'est quand je commence à avoir ces pensées que j'ai les somatisations qui arrivent, donc je commence à être tendu, etc. Et après, ça arrive jusqu'à bah, un début d'attaque de panique, en fait. Et ça, c'est à chaque fois que j'arrive pas à contrôler les choses. Et comme j'ai ce sentiment, en fait, de dissociation, d'être à côté de mes pompes, en fait, d'être à côté du temps, et ben en fait, je suis pas du tout, enfin, j'arrive pas du tout à contrôler ce truc et ça me terrifie. Et ce qui me terrifie aussi, voilà, c'est vraiment ce problème avec le contrôle. J'ai besoin d'avoir le contrôle sur tout. Et je sais que ça, c'est la clé qui va permettre de résoudre mes problèmes. C'est de laisser du mou, en fait, à ma conscience. Parce que même, je suis une personne qui est très, très fatiguée tout le temps. Parce que bah, je dois être toujours actif. Et même ça, enfin, je pense qu'on s'en rend compte dans cet épisode-là, je débite. C'est-à-dire que je parle, je m'arrête pas de parler, je parle en continu, je suis un moulin à parole, j'ai toujours quelque chose à dire, etc. Mais, mais vraiment, c'est continu, quoi. Faut toujours de l'activité. Et grâce au travail que je fais avec mon psy, voilà, j'ai déjà réussi à obtenir cette clé du... Enfin, parce que je savais en général pourquoi j'étais angoissé. Bah voilà, je suis angoissé parce que j'ai des pensées négatives. Mais pourquoi j'ai des pensées négatives? Et pourquoi mon corps me fait ressentir ça? Et pourquoi machin? Et ça, en fait, la clé, c'est le contrôle. C'est-à-dire qu'après des années de thérapie, on se rend compte que c'est ça la clé de tout, c'est réussir à laisser du mou à mon inconscient, en fait, et à me dire, enfin, à petit, donc au début, je vais devoir forcer la rationalisation en me disant non, mais tout va bien, c'est bon, c'est ok d'avoir des pensées comme ça, passe à côté, pour qu'au final, ça se fasse naturellement. Mais du coup, c'est difficile parce que je suis rentré dans ce truc et maintenant, ça se fait inconsciemment et c'est hyper dur. Et ça arrive tout le temps, en fait. J'arrive pas. Il faut toujours que j'ai le contrôle sur tout. Et encore plus depuis la connerie que j'ai fait de pas aller faire mon examen tout de suite, où j'ai cette peur de la mort. Parce que là, en fait, les crises de panique sont arrivées, enfin, ces attaques de panique sont arrivées. Parce qu'en fait, en plus de toutes mes angoisses classiques, j'avais cette peur d'avoir quelque chose et de la mort. Et chaque petit état physique, pour moi, était lié. Et du coup, bah, maintenant, encore maintenant, je dois bah, désapprendre à mon cerveau que bah, en fait, c'est normal quand bah, je sens une petite vibration dans mon corps, que j'ai une petite palpitation ou quoi que ce soit. C'est normal, ça arrive, c'est OK. Et en fait, c'est difficile de désapprendre à son cerveau de pas paniquer. Et c'est là aussi enfin, tout l'objet des paniques et de la complexité de, pas de cette maladie, parce que je sais que c'est pas reconnu comme tel ce qui se passe, mais c'est dommage d'ailleurs, mais non, on n'est pas malade, c'est normal, c'est juste qu'on est plus sensible que d'autres personnes, etc. Mais en fait, une fois qu'on est entré dans ce truc, et forcément, bah, au début, on n'est pas sous thérapie, etc. Enfin, on voit pas enfin, on voit pas de psychologue forcément au début, on sait pas ce qui se passe, machin. C'est au moment où ça devient le pire qu'on décide de consulter. D'ailleurs, si des gens qui consultent m'écoutent ou qui ont déjà consulté, n'attendez pas d'être au pire pour consulter. Faites pas comme moi. Moi, je sais que je referai plus jamais cette erreur. C'est-à-dire que dès que je commencerai à sentir du stress, j'appellerai mon thérapeute. Enfin, je veux pas attendre d'arriver dans une situation comme celle dans laquelle je suis maintenant, où en fait, je dois apprendre à désapprendre à mon cerveau de paniquer, en fait. Il faut pas paniquer parce que c'est une situation normale. Sauf que maintenant que c'est dans l'inconscient, bah, c'est horrible. Et en fait, il va falloir revenir sur des étapes. Donc, revenir sur l'étape où bah, l'inconscient. Donc, c'est l'inconscient qui me balance cet état de panique parce que j'ai mal au poignet, parce que j'ai une pensée négative de machin.
pour reculer et rétrograder à l'étape de c'est moi-même qui me demande ah, est-ce que c'est bizarre ou est-ce que c'est pas bizarre, pour revenir et encore rétrograder à avant où je me dis, je me pose même pas la question en fait. Donc voilà, c'est un travail hyper compliqué et à la fois sur le contrôle et à la fois de désapprentissage, si ça se dit, de cet état en fait où bah, va falloir rétrograder 2 fois maintenant, va falloir euh, apprendre à mon inconscient qu'il faut pas paniquer et que ça soit moi qui déclenche le truc si vraiment la situation est grave. Et après, que moi, j'arrive à me rassurer moi-même pour qu'au final, bah, même mon conscient se dise oh, Nick, c'est pas important en fait ce qui est en train de se passer et ça mérite pas une panique. Et c'est pour ça que c'est un travail difficile. Je sais maintenant pourquoi j'en suis arrivé jusque-là et je m'en veux de pas avoir fait les choses comme il fallait plus tôt, mais à la fois, bah, j'y peux rien et c'est comme ça et j'ai pas à m'en vouloir là-dessus, ça ferait que me rajouter du stress. Donc écoutez, bah, je prends la situation telle qu'elle, mais c'est super compliqué en fait. Et c'est, je pense que au-delà des attaques de panique, etc., ce qui est compliqué, une fois qu'on commence à faire un travail avec un thérapeute, etc., c'est en fait le travail de désapprentissage du pourquoi, du comment on panique et le travail qu'il faut faire pour arriver à ce que ça n'arrive plus. Et parce que comme je le dis, le handicap le plus gros que j'ai par rapport à ça, c'est tout le temps là. Même si je rentre pas complètement dans la panique, c'est toujours là et il faut le gérer. Et c'est lourd, en fait, de devoir gérer ce truc tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est-à-dire qu'en plus de toutes mes autres angoisses, il faut que je porte sur mon dos le bagage des paniques qui peuvent arriver et qu'il faut gérer. Et il faut que je prenne de mon temps et de mon énergie pour pas tomber dans cette panique. Et c'est usant, en fait, et j'aimerais juste avoir à ne pas le faire. Et voilà, c'est pour moi ce qui représente encore plus ce handicap, c'est enfin, qui est les crises de panique, enfin les attaques de panique. Pour moi, c'est le plus gros handicap dans tout ce qui est les anxiétés, parce que c'est le truc le plus fort qui t'arrive, parce qu'il y a les crises d'angoisse dont on parlera, dont je suis sujet tout le temps. Donc pareil, je pense que je ferai une rétrospective, etc., quand je parlerai de mes angoisses, puis après des ressentis que j'ai par rapport à ça, des complexités et tout ça. Mais la panique, c'est la pire des choses, en fait, qui peut arriver. Et en plus du fait que ah, si je tombe vraiment dans une panique, c'est le handicap plus complet parce qu'après, ça va me coucher pendant 3 jours. Bah, il y a aussi ce handicap de, faut faire un travail dessus et le travail est difficile à faire. Et en même temps que ça, bah, on peut pas s'arrêter de vivre complètement et tout nous renvoie à ça et c'est compliqué en fait. Et c'est lourd et difficile. Donc je compatis avec ceux à qui ça arrive. Je pense qu'il y en a beaucoup qui écoutent ce podcast qui comprennent ce qui arrivent à s'identifier à ce qui m'arrive dans les attaques de panique. Et je compatis avec vous, vous n'êtes pas seul. On est beaucoup comme ça, on n'est pas dingue, même si on le pense souvent. Et pour les gens, du coup, qui sont pas sujets à ça, j'espère que vous vous rendez compte à quel point, même si c'est invisible, et même si la plupart du temps, bah, les 24 heures de notre journée, on va pas les passer à faire des attaques de panique, bah, c'est handicapant, c'est horrible. Et même moi, c'est pour ça que j'arrive pas aussi à me projeter dans le futur. Je me dis, mais honnêtement, si je suis comme ça plus tard dans le monde du travail, ça va être compliqué. Parce que là, oui, je peux me permettre de manquer un jour de fac et tout, mais dans le futur, moi, je me vois pas avoir des arrêts de travail à tout va, etc. Après, ça, c'est ma mentalité, ce que m'ont inculqué aussi mes parents. C'est normal d'avoir des arrêts de travail, mais genre là, rien que je suis malade, ça m'a paniqué parce que j'ai réfléchi au plus tard et je me dis, bah là, j'ai le confort de pouvoir rester chez moi parce que je suis vraiment pas bien, mais est-ce que pour ce petit rhume, je vais vraiment ne pas aller au travail plus tard? Et bref, et tout renvoie à ça et tout m'envoie une panique parce que c'est plus fort qu'une angoisse. C'est-à-dire que j'ai réfléchi tellement que ça devient plus fort qu'une angoisse. Enfin bref. Après avoir parlé autant, j'ai la gorge là bien sèche et j'ai bien déballé mon sac pendant 40 minutes. J'espère que ça a permis à certains d'entre vous, je ne sais pas si vous remarquez, mais j'essaie de me reposer maintenant. Vraiment, je prends un temps plus posé. Mais j'espère que ça a pu vous permettre de vous identifier à ce témoignage-là, ou alors même de vous rassurer, peut-être en vous disant, bon, bah, il y a pire que moi, voilà, moi j'ai des angoisses ou je suis stressé, mais ça va pas jusque-là. Mais prenez ça aussi pour un message, et franchement, si un jour vous sentez que ça monte plus que d'habitude, n'hésitez pas à contacter votre thérapeute tout de suite, ou de contacter un thérapeute si vous n'avez pas encore engagé le truc. Parce que après, en plus de devoir gérer ça, vous allez devoir, comme je l'ai expliqué, porter ce handicap de devoir faire le travail pour désapprendre à votre cerveau
le fait paniquer. Enfin, donc voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur les attaques de panique. Et on va passer à quelque chose que j'avais envie de faire, dont j'ai réfléchi entre le chapitre 0 et le chapitre 1. Donc l'épisode 0, la bande-annonce de ce podcast et le premier épisode. Je voulais répondre à une question que je pose sur mes réseaux sociaux, donc sur mon TikTok notamment. Donc vous avez vous savez pas mon arrobase, mais si vous voulez me suivre sur TikTok, c'est @baptiste.cf. Euh, voilà. Je me posais aussi de cette question de faire ce petit format à la fin de mes épisodes sur Instagram. Donc je vous poserai les questions principales. Enfin, vous pourrez me poser des questions principalement sur mes deux réseaux, donc @baptiste.cf et @baptiste.cllfrcn sur Instagram. Vous pourrez me poser des questions et je vais ajouter ce format à mes podcasts où j'ai une personne qui me pose une question qui n'a pas forcément de rapport en fait avec l'épisode et je vais tâcher d'y répondre. Donc c'est maintenant. Et pour la première question de ce format de petites réponses aux questions que j'ai envie d'instaurer à chaque fin de podcast, nous avons donc Elisa qui nous pose une question sur Instagram et qui me demande, selon toi, parler de ces angoisses les accentue ou ça aide? #introspection. Et je trouvais cette question vachement intéressante, notamment liée au fait que j'ai du mal à parler de ce qui m'arrive avant d'atteindre le point le plus haut. Comme je vous ai dit, la bêtise de pas parler à mon thérapeute, enfin pas de relancer mon thérapeute avant que la situation soit très importante, enfin qu'elle prenne vraiment de la place et qu'elle me handicape réellement, que je puisse plus me rendre en cours, etc. Et moi je dirais que dans un sens c'est super important de parler de ses angoisses, donc à un thérapeute ou à des amis ou à sa famille, des gens bienveillants avec qui on se sent en confort, parce que sans ça on n'extériorise rien. Ou du moins, même si on écrit ou qu'on fait, comme je le fais un podcast, il y a quand même un contact social qu'on doit garder et ça permet en fait ça permet de se défausser en fait de ce sentiment qu'on a et c'est important d'en parler de toute manière. C'est un travail qui est très difficile de faire cette introspection et de parler à quelqu'un de ce qui va pas, mais c'est, je pense, très 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 important. Dans le sens où c'est difficile, mais ça permet d'aller mieux. Alors que rester dans ses angoisses, c'est comme plus confortable, mais ça dégringole beaucoup plus après. Comme je vous disais, maintenant j'arrive avec ce handicap de devoir travailler sur le fait de déconnecter les connexions qui ont été faites dans mon cerveau qui provoquent des angoisses. Je dois le faire maintenant parce que j'ai pas parlé de mes problèmes plus tôt. Donc je pense que c'est très important. Et d'un autre côté, c'est ce qui faisait qu'en fait j'en parlais pas tout de suite en général à des gens et de pourquoi je parlais pas de mes angoisses, c'est que j'avais l'impression que ça les rendait réelles. Donc du moment que je les gardais pour moi, j'arrivais à les balayer en fait d'un coup de main et qu'en fait ça allait aller parce que je les rendais pas réelles et alors qu'en fin de compte juste je mettais ces angoisses derrière la porte, sauf qu'au bout d'un moment la porte allait être défoncée en fait et toutes les angoisses rentrent d'un coup et c'est beaucoup plus difficile à encaisser en fait. Donc, pour une réponse finale à cette première question du coup qui m'est posée, je dirais que c'est important. Et ça les accentue pas de parler de ces angoisses. On peut avoir l'impression que ça les accentue parce que ça les rend réelles, mais c'est important de les rendre réelles pour pouvoir les traiter derrière. Et c'est surtout important de le faire très tôt pour pas en arriver à une situation où on doit faire un travail et porter un handicap encore plus lourd sur ses épaules en fait. Donc voilà. Merci du coup à Elisa pour cette question. Si vous voulez me poser des questions pour le prochain podcast, n'hésitez pas, que ce soit sur Instagram ou sur TikTok. Mais arrobas, je vous les répète, pour TikTok, c'est @baptiste.cf. Et pour Instagram, c'est @baptiste.cllfrcn. Si vous voulez peut-être passer pour une réponse aux questions dans un prochain épisode. Sur ce, ça fait déjà 44 minutes du coup que je parle à mon micro. Je vais vous laisser là. Je vais vous souhaiter une belle semaine. Merci d'avoir écouté ce podcast. J'espère que ça vous aura aidé ou que ça vous aura instruit ou du moins que ça vous aura diverti. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une semaine sans trop d'angoisse encore une fois et avec le plus de sérénité possible. Merci d'avoir écouté l'Anxiocast, à la semaine prochaine.